Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les représentants des partis et organisations politiques de l'opposition burundaise ainsi que ceux de la société civile se sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie du 30 juillet au 1er août. Objectif, créer et officialiser la création du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. En République démocratique du Congo, le Sénat a rejeté ce vendredi 31 juillet la loi portant sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales, la jugeant inconstitutionnelle. Trop peu de voix se seraient exprimées. Zoom sur les zones franches industrielles au Togo. Elles emploient plus de 10 000 personnes. Même si elles doivent franchir de nombreux obstacles, elles contribuent largement au développement économique du pays. Mais d'abord, l'information est tombée ce dimanche. Le général Adolphe Tshimiri-Mana, bras droit du président Pierre Nkurunziza, a été tué dans son véhicule à Bujumbura, la capitale. L'ancien chef d'état-major de l'armée a été victime d'une attaque de roquettes, selon les premiers témoignages. Nous ne manquerons évidemment pas de revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Et justement, l'opposition au Burundi montre qu'elle a survécu au départ de celui longtemps considéré comme son leader, Agathon Rwasa. Il siège désormais comme vice-président de l'Assemblée nationale. Un nouveau chef plébiscité par l'ensemble des partis de l'opposition a été désigné samedi. Il s'agit de Léonard Nyangoma, un événement historique pour le Burundi. Liselcia Kizimana nous en dit plus. L'ancien député Léonard Nyangoma, élu à la tête du Conseil national pour le respect de la Constitution et de l'accord d'Arusha. Cela a été officialisé lors de la rencontre des différents représentants des partis politiques de l'opposition et de la société civile à Addis Abeba en Éthiopie du 30 juillet au 1er août 2015. D'autres membres, bien sûr, du bureau de ce conseil seront incessamment désignés dans les jours à venir. Et ce qui va suivre, c'est quoi? Ce qui va suivre, c'est structurer davantage le conseil. C'est évidemment le projeter par rapport aux urgences politiques et diplomatiques compte tenu de la crise burundaise. C'est surtout cela, à mon avis, que je vois comme urgence. Ce Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la restauration de l'état de droit se dit prêt à reprendre les négociations avec le gouvernement burundais pour résoudre la crise sociopolitique que traverse le pays. Il appartient au gouvernement de comprendre que si la question burundaise ne se résout pas autour de la table de négociation, elle se résoudra nécessairement dans la violence. Et ce n'est pas dans l'intérêt des gens au gouvernement aujourd'hui. Il faut revenir à la rationalité politique. On ne peut pas continuer à s'enfermer dans une dynamique complètement autiste où on ne réalise pas qu'en fait la force n'est toujours que relative sur le temps. La force militaire est toujours relative. Et on ne peut pas s'opposer et à une grande partie de la population burundaise et à la communauté internationale, parce que toute la communauté internationale dit ce qui se passe là, les élections n'ont pas été crédibles, la violence est inacceptable et il appartient au gouvernement de comprendre cela et de revenir au réel. J'ai l'impression que il y a à la tête de ce gouvernement des gens qui sont un peu déconnectés du réel et la politique, c'est le sens du réel. Le gouvernement burundais ne reconnaît pas pourtant cette plateforme qu'il qualifie de pas crédible sur l'échiquier politique burundais. Mais cette opposition unie sous le nom du Conseil national pour le respect de la Constitution reste convaincue qu'il y aura de nouvelles négociations et de nouvelles élections inclusives. En République démocratique du Congo, la nouvelle loi sur la répartition des sièges a été rejetée par le Sénat vendredi 31 juillet. Le nombre de votes en faveur de cette loi n'était pas suffisant. L'Assemblée nationale et le Sénat risquent de faire appel à la Cour constitutionnelle pour trouver une issue à cette impasse. Aura Barkala. Le Sénat a rejeté ce vendredi 31 juillet la loi portant sur la répartition des sièges aux élections locales et municipales, la jugeant inconstitutionnelle. D'après le président de la commission politique, administrative et juridique, Sébastien Adambou, l'annexe à la loi électorale n'a pas été adoptée car trop peu de voix se sont exprimées. Sur les 108 membres du Sénat, 62 ont participé à la séance, 48 ont voté oui, contre un seul et unique non et 13 abstentions. Cette loi, elle pose un problème aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de la faisabilité, en fait. Parce que au jour d'aujourd'hui, on a plus de 160
circonscriptions. Et la loi veut qu'on passe de 160 à 8000 quelque chose de circonscriptions. On n'a pas les moyens, on a les difficultés à contrôler toutes les circonscriptions. Et si on passait de 160 à 8000, ça sera vraiment un chaos. Pour l'opposition, cette loi sur la répartition des sièges aux prochaines élections locales et municipales risque non seulement de coûter très cher au pays, mais également de créer des divisions ethniques et territoriales très profondes. Cette loi, elle pose un problème, des véritables conflits déjà latents qui vont arriver bientôt si cette loi arrive à être votée. Et donc, l'opposition a fait un refus préventif pour éviter justement des conflits futurs. L'Assemblée nationale, qui met fin à sa session extraordinaire ce dimanche 2 août, se voit à présent contrainte de débattre de la question, et notamment de la mise en place d'une commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale à la prochaine session extraordinaire qui se tiendra en septembre prochain. La tension reste vive à Bangui. Ce dimanche, la capitale centrafricaine, un convoi de la force mandatée par les Nations Unies a été attaqué dans le quartier du PK5. Des échanges de tirs et de grenades ont été constatés par les premiers témoins. Le bilan civil est de 2 morts et il pourrait encore s'alourdir. Les forces de la MINUSCA patrouillaient dans le quartier à la recherche d'un chef de faction au moment des faits. L'actualité économique, c'est la création des zones franches industrielles. Elle a été une des premières actions des États africains dans leur stratégie d'industrialisation. Aujourd'hui, sur le continent, de nombreux États mettent en place des politiques de création de ces zones franches. Au Togo, par exemple, l'institution contribue au développement de l'économie du pays. Ibrahima Djindjaï. La société d'administration de la zone franche occupe une place non négligeable dans l'économie togolaise. Créée il y a plus de 20 ans, elle constitue l'un des fleurons de l'économie de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs réformes pour permettre à l'institution de s'adapter au contexte économique international ont été apportées. Elles devront permettre une meilleure décentralisation, l'élargissement des conditions d'éligibilité des entreprises par la création de technopoles basés sur la recherche et l'innovation. Les difficultés de la zone franche, c'est les difficultés habituelles de toute entreprise industrielle qui produit pour l'exportation. Vous savez, quand il y a des hausses de prix des matières premières, ça affecte la zone franche. Quand il y a une baisse de la demande sur le marché, c'est des difficultés pour les entreprises de zone franche. Il n'y a pas de difficultés particulières aux zones franches. Les difficultés des entreprises, financement, le marché, la technologie, ou tout ce que les entreprises rencontrent d'une manière générale comme difficulté. L'organisation souhaite en effet contourner les obstacles qui se dressent sur son chemin et pour cela, elle doit relever plusieurs défis. Le défi, c'est que nous reconnaissons aujourd'hui que Zone Franche a fait son temps. Tous nos pays, tous les pays, même africains de la sous-région, pensent tous à des mécanismes ou des mesures pour booster la production, que ce soit la transformation des matières premières locales, matières agricoles, matières minières, ainsi de suite. Nos pays réfléchissent tous à des mesures pour booster l'industrialisation nationale. Donc nous ne parlons plus forcément de zones franches, mais nous parlons de mesures, d'un mécanisme pour pouvoir aider les entreprises à produire facilement, à vendre sur le marché local et à exporter aussi. Rappelons que la zone franche du Togo a un nouveau statut adopté le 22 juin 2011 par l'Assemblée nationale. Elle offre aujourd'hui plus de 10 500 emplois avec une masse salariale d'environ 6,7 milliards de francs CFA. Du sport pour terminer ce journal, et c'est un match de basket historique qui s'est joué samedi en Afrique du Sud à Johannesburg. Pour la première fois, la NBA a organisé une rencontre sportive en terre africaine. La Fédération américaine de basketball a opposé une de ses sélections à plusieurs joueurs africains évoluant aux États-Unis. La Team Africa a perdu 97-101, mais a porté un message bien plus important, comme nous l'explique notre éditorialiste Jobel. Il y
a d'abord une première vision, c'est le fait de dire qu'on n'est pas trop loin. Donc on n'est pas trop loin. La preuve, c'est que la NBA peut arriver chez nous et donc on fait partie du même monde. C'est déjà ça la première chose. Ensuite, pour les compétiteurs, donc pour les amoureux de basket et les joueurs de basket, se frotter au meilleur est la meilleure manière de pouvoir progresser, même si on perd. On perd les premières fois, mais à chaque fois on progresse. Et donc on a la possibilité de voir de près quel est le chemin à suivre, quel est le niveau qu'il faut atteindre. Ça permet de motiver et surtout on voit quel est le niveau qu'on veut atteindre. Donc on voit très bien la différence, on la sent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.